Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Nowtech du 8 avril 2021. On démarre tout de suite, let's go! Salut tout le monde, comment ça va? Salut Olek Impec, Techni Savoir, Mouik Mouik, Samuel, incroyable, les habitués qui sont là, ça fait plaisir. Salut Jérôme dans la chatroom, incroyable. En fait, ce qui est terrible avec le compte Nowtech QG, c'est que si on vous met pas les crochets, vous ne savez pas qui parle. Ça peut être soit moi, soit Léo, soit Jérôme, ça peut être occasionnellement Marion. C'est un bordel, ah là là, mais Nowtech, mais de toute façon, c'est plus que c'était Nowtech, c'était mieux avant, hein, quand Jérôme était tout seul. Non, Jérôme, je suis sûr qu'il va dire, non mais dis pas ça, c'était horrible. Enfin, horrible, non, j'exagère un peu, mais être tout seul, c'est pas facile quand on taffe sur des projets. Ne croyez pas que le fait d'être tout seul peut être salutaire, ce n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons une surprise. Alors, nous avons une jolie surprise. Je ne vais pas survendre le truc parce que plus on survend quelque chose et plus les gens s'attendent à un truc exceptionnel. Et même si Nowtech est évidemment exceptionnel, voilà, c'est une petite nouveauté qu'on vous propose ce matin, que je vais activer en 2 petits clics. On va éteindre et dire adieu à cet overlay. Ce qu'on appelle l'overlay, c'est la surcouche sur l'écran avec là ici l'heure, avec le follower goal, avec la petite icône qui bouge, les réseaux sociaux. On va dire au revoir à cet ancien overlay qui a été notre fer de lance de l'émission, et surtout parce qu'on n'a pas tout de suite pris le temps d'en faire un nouveau. Et nous avons, hop, celui-là, on va l'éteindre, on va même le supprimer pour être sûr qu'il n'y ait pas de doublons. Et on découvre ensemble le nouvel overlay. Il peut y avoir un petit peu de lag à l'allumage parce que l'outil qu'on utilise, en fait, c'est une espèce de scène web. Je vous le montre tout de suite. Je crois que normalement, il devrait se charger immédiatement, mais des fois, il faut lui laisser une vingtaine, trentaine de secondes. On va voir. Non, tout est bon. Tout fonctionne bien, incroyable. Voilà le nouvel overlay qu'on va avoir pour le mug, qui va nous accompagner, qu'on va aussi décliner en fonction des émissions. C'est-à-dire que vous voyez, d'ailleurs, je vais baisser un petit peu ma caméra. On va mettre ça comme ça. On va, vous voyez, là, ici, tout en haut à droite, il y a une petite icône du mug. Eh bien, quand on fera les live photos, ça sera un petit appareil photo. Quand on fera les live gaming, ça sera peut-être une petite manette avec des codes couleurs différents. Voilà, les réseaux sociaux en haut à gauche qui défilent pour vous indiquer comment nous suivre, comment nous rejoindre. Et ce qu'il y a ici, c'est tout simplement vos abonnements, vos subs Twitch. Les dernières personnes qui ont sub, en fait, vont défiler ici. Voilà, on n'invente pas, on n'invente rien de spécial, hein. On reprend ce qui se fait sur le Twitch Game. Mais si vous voulez tester, n'hésitez pas à subber. Et avec votre Prime, hein, par exemple, et vous verrez que normalement, la régie vérifiera si tout se passe bien, mais normalement, votre nom devrait apparaître tout en haut. Un bandeau noir pour le gaming. Et oui, évidemment, mais suis-je bête, on a eu un nouveau gif animé. Alors par contre, donner un beat sauvage. Non, tout va bien, c'est bien. Ah non, c'était un petit peu manjouillé sur le côté. Mais merci pour ton beat sauvage, Snackig. Pour un bit. Ouais, il faut bien le prononcer, sinon, évidemment, il y aura des petits malins dans la chatroom qui diront trop lol, MDR. Voilà. Et là, c'est le bug, je corrige ça, pas de souci, mais c'est parce qu'en fait, on a hésite pas à le réduire, je pense, Léo, le petit encart de notif. Et le gif animé que vous avez vu du mug, hein, qui est d'ailleurs la même icône que ce que vous avez ici. Hein, c'est Karina qui a animé ça, donc vous pouvez balancer des Team Caribou ou Team Karina. Le son craque énormément. Attendez, c'est bizarre ça. C'est bon? Est-ce que c'est revenu le son? Dites-moi. Tu as des bugs au micro. Oh, c'est étonnant ça. Ça va mieux. Ouais, des fois j'ai un mini faux contact. J'attends Samuel ou Jérôme qui me dit que ça va mieux. Ça arrive, hein, des petits soucis techniques. Hein, on lance l'overlay, c'est ok, vous me dites, ça a l'air d'aller maintenant. Ça arrive, hein, des fois ce micro, il commence à prendre pas mal la poussière, ça fait 3-4 ans que je l'ai, je crois.
peu près. Voilà, il commence à... Mm. Effectivement, petit craquement, mais rien de choquant. Son 5 sur 5. Merci Samuel. Très bien, on va continuer l'émission. Donc voilà, hein, les subs, si vous subez, normalement, si on dit pas de bêtises et si on a bien tout configuré, ça devrait apparaître dans le bandeau en haut. C'est peut-être comme avant, le bug micro au moment sub ou d'une notif. Oh non, je pense pas quand même, ça serait bizarre. Je pense pas que ça soit ça. Ou alors si c'est ça, il y a vraiment un truc chelou avec OBS et avec... parce que Jérôme avait un problème similaire. Bref, c'est pas grave, écoutez. Oh, merci JPEG au kilomètre. Merci pour avoir transformé ton abonnement Prime en abonnement de niveau 1. Ah oui, c'est ça, vous apparaissez. Merci Samuel d'avoir offert un abonnement à Nelrod et effectivement, vous avez les personnes en haut qui se sont réabonnées. Ah, ça indique pas quand c'est la personne qui a offert un sub. Tiens, c'est rigolo ça. C'est rigolo. Ok. Mais voilà, bah donc Nelrod, tu es à nouveau abonné depuis 4 mois. Ça fait plaisir. La technique pour gagner des subs, bien joué Naotech. Exactement. Bien sûr, mais on est les plus forts, évidemment. On va attaquer le Kawa, je n'oublie pas le générique. Avant le générique, juste pour vous dire que c'est un Kawa assez léger aujourd'hui. Le Kawa, c'est notre partie de l'émission où on présente les news de la matinée. Ouais, Kawa léger, il n'y avait pas grand-chose. Il y a quand même des news intéressantes et importantes, mais bon voilà, on est sur 6 news, dont 2 brèves. Hein, voilà, on aura le temps pour du gravier. Ok, let's go pour le Kawa. Alors, on va commencer par parler, vous avez vu le titre de l'émission, c'est assez important ce qui est en train de se passer. Prévenez vos proches et on vous prévient aussi sur Naotech, si vous êtes encore sur WhatsApp. WhatsApp est la cible d'un piratage massif. En vrai, c'est assez grave ce qui est en train de se passer, assez malin et assez grave. Dans le sens où on est complètement dans du social engineering, que je vous explique un petit peu. En gros, vous avez peut-être reçu un message de WhatsApp qui vous dit « Your WhatsApp code is machin ». Je vais vous montrer tout de suite en espérant... Non, Vivaldi va pas marcher directement comme d'habitude, c'est pas grave. Voilà. Vous avez peut-être reçu un message sur WhatsApp qui ressemble à ça là. Hein. Vous savez, c'est le message de connexion. Your WhatsApp code is machin. Vous pouvez vérifier votre téléphone en cliquant sur un lien. Ne partagez pas ce code. Vous le recevez de nulle part. D'accord ? Vous recevez ça de nulle part. Et ensuite, donc si vous recevez un code comme ça de nulle part, faites gaffe parce que vous êtes potentiellement en train de vous faire hacker. Ok. Donc vous allez recevoir ça. Et juste après... En fait, quelques minutes après le premier SMS, vous allez avoir un second SMS et celui-ci va être envoyé de la part d'un contact présent dans la liste du téléphone, donc un de vos contacts. Et le message que vous allez recevoir, le deuxième, va dire « Désolé, je t'ai envoyé un code à 6 chiffres par SMS. Est-ce que tu peux me le transférer ? C'est urgent. » Toujours le petit côté urgent, social engineering, on connaît bien, hein, ingénierie sociale. Et le plus important, c'est de ne surtout pas répondre et ne surtout pas envoyer le code WhatsApp que vous avez vu plus haut, parce que en fait, c'est simplement des hackers qui essayent de se connecter avec votre compte. Et en gros, donc ça a créé une demande SMS et ça vous l'a envoyé. Et en se faisant passer pour un de vos amis, ils essayent de récupérer le code, tout simplement. Et c'est du social engineering parce que vous vous dites, bah, c'est un ami qui me demande, il s'est gouré de numéro, je fais pas gaffe. Let's go. Eh bien en fait non, let's go, vous êtes fait hacker, vous avez perdu votre compte. En gros voilà, ce qui explique l'article, hein, c'est que les hackers, les pirates tentent de configurer WhatsApp sur un nouvel appareil grâce au numéro de téléphone de leur victime. Et en transmettant le code demandé, évidemment, vous donnez les clés de votre appareil aux pirates. Le plus simple, et ça c'est un truc de sécurité qui est assez connu, c'est d'appeler l'ami, mais personne ne le fait, parce que personne prend le temps de faire ça. Mais idéalement, le mieux c'est effectivement de contacter votre ami, de l'appeler, de dire « Est-ce que c'est toi est-ce que c'est bien toi au bout du fil ?» Voilà, au bout du SMS. Alors j'en vois déjà dans le chat qui vont dire « Non mais... » trop lol quoi, moi jamais je me ferais hacker comme ça. Croyez pas, ça peut aller très vite, hein, un petit coup de je le répète à chaque émission, mais un coup de fatigue, un moment d'inadvertance, on est occupé, on fait la cuisine en même temps, on se dit tiens j'ai un pote, il arrive pas à se connecter, bon bah je le dépanne, je le copie-colle et je lui envoie. Bam. Quel intérêt de pirater WhatsApp ? C'est une bonne question. Je pense que l'intérêt, c'est de se faire passer pour d'autres gens et de simplement proposer du scam et du phishing. Quand tu as un compte WhatsApp et que tu peux te faire passer pour un ami de quelqu'un, en fait, ça
la confiance est établie très très facilement. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, mon meilleur pote m'envoie sur Signal un message en me disant putain ce jeu il a l'air trop cool, essaye-le machin, toi qui as un iPhone, euh, il y a de grandes chances pour que je clique sans vraiment trop réfléchir. Donc l'intérêt de pirater du WhatsApp, c'est d'avoir en gros de se faire passer pour des amis, d'usurper les identités, ce qui permet derrière de balancer du scam, des liens, des choses comme ça, et les gens vont cliquer assez facilement sans faire gaffe. Et ça peut être des choses, des liens pour hacker un téléphone, ça peut être miner de la crypto. Rappelez-vous ce dont on avait parlé avec Marty et Liox il y a une semaine ou deux, je sais plus. Donc voilà. Salut, très sympa le nouveau overlay. Ben merci Nick, merci. Encore Facebook, c'est du beau. Après Macalga, ça peut arriver sur n'importe quelle plateforme de discussion, ça. Enfin en télétravail, donc je peux revoir le mug en vidéo. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Salut à toi. Gcar 24579. Tu as beaucoup de chiffres dans ton pseudo, mais pourquoi pas. Salut Phil dans ta chambre. Salut. J'espère que tu y es. Hein, parce que sinon, attention, les pseudos comme ça... ils font comment pour le mot de passe au départ? Alors il faut, je le répète, mais si vous utilisez le même mot de passe partout, il y a de grandes chances pour que le mot de passe soit dans une base de hackers, parce que si ça fait plusieurs années que vous le faites, il y a de grandes chances. Donc le mot de passe, les hackers peuvent l'avoir. Hein. Ça c'est pas du tout impossible. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous taper dessus en vous disant eh oh, il faut mettre à jour vos mots de passe, il faut avoir des mots de passe différents, et pour ça vous avez des gestionnaires de mots de passe pour faire ça. Voilà, non, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Quels sont les sujets du jour? On va parler de tout ça, Coralienne. On a déjà attaqué sur WhatsApp et sur du piratage. Je reçois plein de spam Messenger. Il y a une technique pour supprimer cela automatiquement. Il y a beaucoup de spam sur Instagram aussi. Non, il n'y a pas de technique pour supprimer ça automatiquement. Pas à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a dans la chatroom qui le savent. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de technique pour ça. Est-ce qu'un VPN peut aider? Non, un VPN ne te protégera pas là-dessus. Pareil, content de bosser à la maison, de retrouver mes bonnes vieilles habitudes devant Nowtech. Eh bien, écoutez les gens, c'est intéressant que vous disiez ça parce que on va en parler en fin d'émission de ça, du télétravail. Et ça va être une cerise sur le croissant. On va faire des petits sondages avec vous et on va parler de ça. On va parler du télétravail, on va parler de bosser à la maison. Donc restez là si vous voulez intervenir et donner votre ressenti sur ces questions-là. Parce que je suis très curieux de savoir comment vous bossez, comment vous ressentez tout ça. Voilà pour WhatsApp, donc faites super attention, dites aux gens, dites à vos proches de ne pas copier-coller des codes WhatsApp à leurs contacts. Voilà, soyez super prudents avec ça parce que c'est probablement des tentatives de hacking. Voilou. On va avancer et on va parler de tracking publicitaire, on va parler de Google et surtout d'Android. Et donc ça fait un peu écho à ma vidéo, enfin aux vidéos qu'on a produites sur Nowtech sur Android sans Google, tout ça. Le fait que Android, si vous avez un Android googlisé, vos faits et gestes sont traqués sur le système. Voilà, certains diraient espionner, certains diraient vos données sont collectées. Ça dépend comment vous mettez le curseur et ce que vous laissez entendre par le mot, enfin comment vous évaluez les mots. Moi, je suis un peu entre les deux parce que parler d'espionnage... Merci Gcar pour ton rabonnement. Parler d'espionnage, c'est un peu fort, mais on est quand même dans de la bonne collecte de données. Bien vénère. Et donc, une nouvelle plainte a été déposée à l'encontre de Google à propos de ses pratiques de pistage à des fins publicitaires. L'ONG de défense des droits des consommateurs qui s'appelle NOYB, N-O-Y-B, ce qui signifie None of Your Business, c'est pas tes oignons, si on devait traduire en français, a annoncé mardi 6 avril 2021 déposer une plainte auprès de la CNIL, là vous la connaissez bien, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et en cause l'identifiant unique rattaché à chaque appareil Android qui permet d'envoyer des publicités ciblées. Ça c'est un truc qui est sur Android, qui est sur iOS, et iOS on en a beaucoup parlé récemment. Ils vous laissent la possibilité de faire en sorte que les applis n'utilisent pas cet identifiant. Android, c'est pas le cas. Pour l'instant, Android, c'est vraiment pas du tout le cas. Effectivement, les questions hors article, c'est en fin d'émission. Tout à fait. Donc, le problème sur les Android, c'est qu'il est impossible de refuser ce suivi. Tout appareil utilisant le système d'exploitation Android de Google, d'ailleurs Android de Google, c'est un petit peu parler vite, parce qu'Android n'est pas de Google.
exactement. Enfin bref, Android est maintenu par Google. Bref, ça c'est pour votre culture. Mais Android se voit rattacher à un Android Advertising Identifier. On dit comme ça, Identifier, je crois que j'ai la bonne prononciation. Un AAID. Cet identifiant unique permet au réseau publicitaire de suivre le comportement des utilisateurs, d'établir des préférences de consommation et de diffuser des publicités ciblées. Bref, en gros, ça collecte vos données sur votre Android, hein, ça collecte ce que vous y faites. Et encore une fois, c'est assez flou, on ne sait pas précisément ce qui est collecté. Ça peut aller de quelles applis vous ouvrez, à quelle fréquence, à je sais pas, comment vous interagissez dans les applications. Le problème, c'est que le code n'est pas open source. On ne sait pas ce qui est fait ce qui est voilà, ce qui est collecté. C'est toujours le problème. On ne sait pas clairement, parce qu'on a évidemment des pistes et des idées, mais voilà, on ne sait pas clairement. Donc l'ONG, hein, NOYB, NOYB, conteste le fait qu'il est impossible pour un utilisateur de s'opposer à l'attribution de cet identifiant. Un tel tracking est strictement réglementé par la loi sur les cookies de l'Union européenne, article 5, paragraphe 3 du règlement sur la confidentialité en ligne, et nécessite le consentement éclairé et sans ambiguïté des utilisateurs. Ça, on vous l'a répété aussi plein de fois. Hein, le principe, c'est que vous ayez votre consentement pour qu'on collecte des informations sur vous. Il faut que ça soit un consentement éclairé et sans ambiguïté. Pas un vague j'accepte et puis je m'en fous. Ça, c'est pas un consentement éclairé. De plus, il est impossible pour l'utilisateur de supprimer l'identifiant, ce qui est contraire au RGPD aussi. Hein. Normalement, vous pouvez demander à une entreprise de supprimer les données qu'elle a collectées sur vous. L'utilisateur peut seulement les réinitialiser. Une démarche qui ne conduit pas à supprimer les données collectées ou à mettre fin au suivi, évidemment. Cette plainte est déposée pour aller un petit peu plus loin, parce que cet article est intéressant. Cette plainte est déposée dans le cadre du règlement européen e-privacy et pas du RGPD. Alors je connais pas bien la nuance avec e-privacy par rapport au RGPD, mais bref. La CNIL, l'autorité, vous la connaissez, hein, qui réglemente la protection des données personnelles, peut donc se prononcer sans avoir besoin de coopérer avec les autres autorités de l'Union européenne. Il faut savoir qu'il s'est passé un truc un peu équivalent en Autriche. L'ONG a déposé plainte, mais là, pour le coup, ça reposait sur le RGPD. Et justement, tout à l'heure, j'ai parlé d'Apple, hein, mais oui, sur iOS, sur les dernières mises à jour d'iOS 14, en bêta pour le moment, vous pouvez demander à ce que votre identifiant ne soit pas utilisé sur Android, c'est AAID et sur Apple, c'est IDFA pour la culture. Voilà, cet identifiant qui vous relie aux informations publicitaires et comment vous ciblez. Il y a des problèmes encore de micro. Shit. Micro 365 va essayer de laisser la modération. Oui, spammez pas les problèmes de micro, ouais. C'est plus dérangeant qu'autre chose. Alors attendez, je fous des petits coups dans le micro. Désolé, ça va pas être très agréable. Je vais aussi démarrer mon logiciel pour me réécouter, pour voir ce qui va pas. On va juste vérifier ça, mais au moins j'ai fait la news. Cet ID n'est utilisé seulement par Google. Est-ce que les pages web peuvent l'utiliser? C'est une bonne question, je ne sais pas. Alors attendez 2 secondes, je vais m'écouter vite fait. Est-ce que le micro est bon? Voilà, ça a l'air d'être revenu. Ok. Salut Bidibule, bienvenue à toi. Ouais, désolé pour le son, hein. Désolé. Bref, donc voilà, en gros, alors moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a vraiment de plus en plus un shift, un changement dans la façon dont les gens sont traqués, dans le sens où on commence à un peu se réveiller sur ces questions-là, et on commence à se rendre compte et à lutter contre les GAFAM et le fait qu'ils collectent tout sans aucun remords et sans aucun contrôle, en fait, surtout. Ah, ma caméra qui s'est arrêtée. Pourtant, j'ai activé la température. Putain, mais il y a tout qui pète. Incroyable. Ah, après le son, l'image. Non, par contre, c'est très chiant parce que normalement, ça devrait pas du tout péter. Attendez. C'est vraiment très, très, très bizarre, cette histoire. Je vais mettre la deuxième caméra en sécurité. La caméra de secours. Est-ce qu'elle est allumée? Oui, normalement, elle est allumée. Vous devriez me revoir. Hein. J'ai ma petite caméra de secours. Pas de carte mémoire, mais ça, c'est normal. Il faut appuyer sur OK. Et normalement, c'est bon. Voilà, vous me voyez. C'est bon, j'ai la caméra de secours. Je ne sais pas ce qui se passe avec le Sony. Normalement, la 7.3 fonctionne très bien et il a streamé le mug pendant des mois sans problème. OBS est resté nostalgique de l'ancien overlay, il veut pas du nouveau. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de la résistance, hein, sur OBS là. Il y a de la résistance. Le problème de son n'est pas résolu, mais c'est trop chiant. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez. Est-ce que... Pourtant, c'est bizarre parce que
Moi, quand je m'écoute en double, j'ai pas de problème. Alors, est-ce que ça viendrait d'OBS? Propriété audio, microphone. Non, c'est voice mode. On a la preuve que le télétravail, c'est difficile. Oui, le cadrage est pas trop dégueu. Mic 5 sur 5, cam 5 sur 5. Ok, pas de problème de son. Le son est impec chez moi. Bon, et ben let's go, on avance. Très bien. Donc en tout cas, ouais, super intéressant de voir effectivement que y a du changement. On commence à arrêter de pister les gens sans leur consentement. Hein, et ça, c'est quand même très chouette. Et moi, je suis content parce que toute ma vidéo au final d'Android sans Google, si on a de l'Android Googleisé, mais sur lequel on peut désactiver le tracking, sur lequel on peut voilà, ne pas avoir ces données collectées, c'est une belle avancée et c'est déjà un... Comment dire? Ça permet de rester sur un Android Googleisé sans trop de problèmes, quoi. Oui, si vos messages se font supprimer parce que c'est des messages par rapport au son, laissez la modération gérer ça. Voilà. Laissez la modération gérer ça parce que sinon ça spam et en fait ça donne un chat illisible. Voilà, il y a Samuel, il y a Jérôme qui s'occupe de ça, il y a Léo aussi. Il y a une équipe qui est là. Et la Timothée, bien sûr. Voilà, vous inquiétez pas. Et c'est pas de la censure ou quoi, c'est juste pour avoir un chat lisible. On va avancer, on va parler des copains de chez Patreon, ou Patreon, pour le prononcer à l'américaine un peu. Patreon qui lève 155 millions de dollars pour accélérer son développement en Europe. Ça fait plaisir cette news. Il y a même le fondateur de Patreon qui s'appelle Jack Conte, qui est un mec très intéressant, qui a fait une vidéo sur YouTube. Alors je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu la miniature passer, qui est un super storyteller. Hein. Le mec est très fort. Il avait même collaboré avec Casey Neistat à un moment. Enfin, voilà, c'est un super storyteller. Hein. Il est vraiment fort. Et si vous voulez voir comment d'ailleurs faire de la vidéo pour parler de votre startup et comment par exemple mettre en avant votre projet entrepreneurial, inspirez-vous de Jack Conte. Conte, C-O-N-T-E. Et Jack comme Jack en anglais. Hein. Voilà. Allez voir ces vidéos, c'est un exemple. Vraiment, ça fait partie des gens... Typiquement, il fait pas des messages commerciaux un peu plats, un peu bullshit, un peu machin. Il est vraiment en mode « Ok, je te raconte ma vie, let's go, et je t'explique pourquoi j'ai démarré Patreon. Quand j'étais petit, j'écoutais des cassettes audio, machin, et la musique, ça a toujours été en moi. » Enfin, en fait, il sait raconter sa vie. Et ça, croyez-moi, et si vous lancez des projets, savoir raconter votre histoire et savoir vous vendre, voilà, bon, regardez Marketing Mania qui en parle mieux que moi. Je suis pas fan de tout ce qui est dit, par exemple, sur Marketing Mania ou sur des choses comme ça. Il faut pas non plus tomber dans des extrêmes. Mais un peu de storytelling et apprendre un peu de storytelling, je pars dans les graviers là, hein, mais apprendre un petit peu de storytelling, savoir se raconter en fait, pas se la raconter, mais se raconter, ce qui est une énorme nuance. C'est très bien d'un point de vue, effectivement... Voilà, parler un peu de son projet, parler de ce... Et ça peut être des projets, d'ailleurs, je dis ça, mais pas que pour des projets à but lucratif, ça peut être aussi pour des associations, ça peut être pour de la politique, ça peut être pour tout un tas de choses. Bref, gravier, hop, écarté, on revient sur le mug. La plateforme de financement Patreon a annoncé une nouvelle levée de fonds de 155 millions de dollars. Elle intervient moins de 6 mois après le précédent tour de table qui s'était élevé à 90 millions de dollars. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui font confiance à Patreon. Et ça, c'est plutôt cool. Et nous, on est sur Patreon, hein, d'ailleurs. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez. Et ça permet aussi pour des budgets plus modestes de nous soutenir avec juste 1 euro par mois, alors qu'effectivement, les subs sur Twitch sont un peu plus chers. Cette valorisation permet à Patreon de tripler... cette levée de fonds permet à Patreon de tripler sa valorisation qui avait déjà bondi en octobre 2020, s'élevant alors à 1,2 milliard de dollars, ce qui est vraiment pas mal. Et aujourd'hui, elle atteint 4 milliards de dollars. Les fonds récoltés seront utilisés pour le développement des services de la plateforme, les nouveaux outils de lecture de contenu, mais surtout pour poursuivre l'expansion internationale parce que Patreon est arrivé en Europe depuis pas longtemps en fait. La startup vise tout particulièrement l'Union européenne et s'est déjà lancée dans plusieurs pays, dont la France. Hein, c'est aussi pour ça qu'on s'y est mis sur Nowtech parce que c'est enfin en français, Patreon, et c'est enfin en euros. Voilà, donc ça c'est quand même très chouette. Le business model de Patreon, pour ceux qui se posent la question, repose sur une commission prélevée sur les paiements aux artistes, aux gens qui sont dessus. Hein. Ça varie entre 5 et 12% en fonction du prix des abonnements, parce qu'il y a quelques petites nuances. Mais la commission que prend Patreon est très raisonnable, hein, par rapport au site de financement, j'allais dire participatif, même si c'est un site particulier. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que d'ailleurs, dans l'article, on parle d'alternatives genre Ko-fi, qui ne prélèvent pas de commission et qui permet de faire des dons uniques, OnlyFans aussi, qui est plus pour du contenu pour adultes. Mais par contre, on parle même pas de Tipeee. C'est à quel point
à quel point Tipeee est plus du tout en vogue aujourd'hui. Tipeee ne se met pas à jour, ça fait des années qu'ils n'ont pas bougé, et c'est vrai que c'est un peu terrible là-dessus. Ça me paraît énorme comme montant. Non, ça me paraît pas énorme, moi, c'est une valorisation. Donc non, tu peux avoir des grosses valorisations. Euh, Sur Patreon, j'ai remarqué qu'il avait écrit 1 euro plus la TVA. Ça veut dire qu'on paye plus que 1 euro. C'est une bonne question, il faudrait regarder, mais c'est possible. Je me rappelle plus exactement. Tipeee, ça va peut-être se bouger ou disparaître. Je pense que ça va disparaître d'ici quelques années, moi. Quel est l'avantage de Patreon par rapport à Tipeee? Ben, en fait, Patreon est genre 1 milliard de fois mieux. En tout cas, du côté des créateurs, Patreon est mais à des années-lumière de Tipeee. Il y a beaucoup plus d'outils pour publier du contenu, c'est beaucoup plus moderne, l'interface est plus facile à utiliser. Il y a beaucoup plus de connexions avec des services externes. Typiquement, vous pouvez connecter Patreon et Discord. Si par exemple vous voulez rejoindre le Discord des contributeurs, avant on devait tous taper à la main. Vous vous rappelez l'époque où on était sur Slack, Tipeee et Slack. En fait, c'était, je crois, Marion qui se tapait tout à la main de vous connecter sur le Slack, et si vous n'étiez plus abonné, qui s'occupait aussi de vous enlever, ce qui est ultra pénible. Et donc ça, en fait, typiquement Patreon, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est passé sur Discord, c'est que ça permet de tout automatiser. En fait, quand vous donnez sur Patreon, vous avez un rôle qui vous est attribué, qui s'appelle contributeur Patreon, un truc comme ça. Et sur le Discord, vous avez accès à tous les channels. Et tout ça, c'est automatique. Et si vous arrêtez d'être contributeur Patreon, ça s'enlève automatiquement. On n'a rien à gérer. Tout est automatique. Et ça, sur Nowtech, on vous le répète, hein, mais nous, dès qu'on peut automatiser des tâches, on le fait. Parce qu'en fait, ce qui ne peut pas être automatisé, c'est notre cœur de métier, c'est YouTube. Et on ne peut pas automatiser l'écriture de vidéos, on ne peut pas automatiser le tournage, le montage. Donc tout ça, c'est là où on doit mettre notre force mentale et notre force physique. La puissance des Patreons américains face aux natifs dans leur Tipeee, l'histoire se répète. C'est chiant, hein, parce que moi j'adorerais que Tipeee soit vraiment des concurrents forts. Mais Tipeee, c'est bof, quoi. Pour pas dire nul, hein. Oui, sur Patreon, ton don est hors taxe, tu sélectionnes un montant de 10 euros, tu paieras 12. Ok. Au moins Slack, j'arrivais à m'en servir. Je te garantis, Vincent, que ça, c'est parce que tu es habitué. Parce que les deux applications sont aussi complexes l'une que l'autre. Et dès que tu as pris le temps de comprendre Discord et Slack, après, tu te dis, mais c'est bon, c'est simple. Non, je te jure que les deux applis sont compliquées à prendre en main, mais dès que tu es dedans, après, ça va. Et ils vont pas se bouger, type. Ça fait des années qu'ils se bougent pas. Voilà. Patreon a l'air assez simple. Patreon est très simple à utiliser. Vraiment, je vous assure, si vous êtes créateur, créatrice, très simple à utiliser Patreon. Voilà, donc... Et alors, pour avoir une autre stat que je trouve intéressante, seulement 2% des créateurs peuvent vivre uniquement grâce à la rémunération de leur activité sur Patreon. Ça paraît peu, mais ça paraît pas non plus incohérent, hein. Faut pas oublier que les créateurs et créatrices qui vivent de leur contenu, c'est une goutte d'eau dans l'océan. La majorité des gens font ça à côté d'un boulot principal, font ça sur leur temps libre, et n'en vivent pas. En fait, des gens comme Patrick Béja, nous, Nowtech, quoi que je dis ça, mais en fait, on ne vit pas que sur le Patreon ou le Tipeee. Mais on va plutôt dire, ouais, un Patrick Béja, même lui, il a fait des partenariats maintenant. Bref, non, mais j'ai même pas d'exemple tout de suite qui me vient en tête. Bon, il y en a. Mais si, il y a Hacking Social, je crois, Horizon Ghoul, qui vit uniquement sur les dons et tout. Mais ouais, non, c'est très très rare. C'est extrêmement rare, en fait, les personnes qui ne vivent que du financement participatif. Tac. Le seul défaut de Discord, c'est que c'est illisible car les discussions se croisent et pas de fil de discussion. Je suis pas d'accord avec toi, Technisavoir. Je trouve illisible est un mot extrêmement fort. Effectivement, c'est chiant que tu puisses pas avoir des threads, des fils de discussion, mais en vrai, tu t'y retrouves parce qu'on n'a pas un Discord qui est méga spammé non plus. Il y a du monde, mais tu t'y retrouves, honnêtement. Franchement, on a assez de channels différents pour pas que les choses se mélangent et tu t'y retrouves. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais après, chacun son avis, hein. Je comprends que ça soit un peu perturbant. Surtout que maintenant, tu peux citer des messages sur Discord. Donc, ça permet quand même de retrouver le fil de la discussion. Discord n'est pas un forum. Ça se discute aussi. Et ça dépend de quelle définition tu mets un forum. Un forum, c'est là où les gens se regroupent. À la base de la base. Donc, au final, si, Discord est un forum. Les impôts plus charges des sociétés, c'est entre 33% et 40% des revenus. Ouais, hein, ça raque, hein, sur Nowtech, hein, on raque. Mais on se plaint pas, mais on raque, effectivement.
comme toutes les entreprises. On participe à la société. Pas illisible, mais les threads seraient une bonne nouvelle feature. Je suis bien d'accord quand même. Si tu vas pas sur Discord pendant 3 jours, t'es archi paumé. Je trouve pas. Mais ok. Pour les subprimes, il y a le Discord contributeur. Tout à fait, Kylian. Bien sûr, bien sûr. Il y a un guide d'ailleurs pour vous aider à rejoindre le Discord. Si vous voulez rejoindre la communauté, on partage des applis gratuites. Moi, souvent, dès que je vois des petites applis gratuites iOS un peu sympas, je les partage. Il y a plein de raisons de venir sur le Discord. Il y a des petites applis gratuites, il y a des bons plans qu'on partage de temps en temps. Il y a des discussions cool, même sur l'organisation des fois de la chaîne. On demande occasionnellement votre avis sur des trucs. Il y a les vidéos en avance, évidemment. Les vidéos qui sont toujours 1 ou 2 jours en avance, les reviews contributeurs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Par contre, effectivement, je précise et après on va avancer, si vous n'êtes pas contributeur, le Discord a effectivement un peu moins d'intérêt. Il n'y a qu'un seul channel en fait qui est dispo quand on n'est pas contributeur. Mais parce que voilà, en fait, c'est un mal pour un bien parce qu'en réservant le Discord aux contributeurs, on a aussi, comment dire, je trouve que ça permet d'avoir un Discord assez sain. Voilà, je trouve qu'on a une communauté super cool sur le Discord et ça c'est plutôt chouette. Alors que quand c'est open bar, il y a plus de monde, c'est plus ouvert effectivement, mais comme il y a plus de monde, ça fait beaucoup de messages, beaucoup de choses. Ça fait aussi des gens qui connaissent pas forcément bien Nowtech, donc il y a plus facilement du hors-sujet, il y a plus facilement du bruit en fait. Merci Clément pour ton réabonnement et normalement tu devrais apparaître en haut. Là, d'ici quelques secondes, on devrait voir ton pseudo. Merci d'ailleurs. Enfin, j'espère parce que je vois Gécard se répéter. Donc bon, je sais pas. Normalement, c'est censé marcher. Faudra qu'on recheck. On va avancer sans transition et on va parler de Facebook. On vous l'a dit. Merci Arnaud. Merci Arnaud pour ton réabonnement aussi. Merci. On va parler de Facebook parce que c'est assez grave ce qui est en train de se passer. Vous le savez. Sur Facebook, on vous en a parlé dans le mug, il y a eu une faille de données. Une faille de données avec un demi-billion, c'est milliard, je crois, oui. Un demi-milliard d'utilisateurs qui ont été affectés par un data leak, par une faille de données. L'article est en anglais, donc je vais un peu traduire à la volée. Mais ce qui est grave, en fait, avec ça, c'est que... Non, je regarde, mais vraiment, les abonnements, là... Non, j'ai pas l'impression que ça se met correctement à jour. Ça marche, il y a un temps de refresh un peu long. Ah d'accord, ok. Bon, merci Oleg Impec de vérifier tout ça. Merci. Donc oui, je vous dis que c'est grave parce qu'en vrai, Facebook n'a pas notifié les 530 millions d'utilisateurs qui ont vu leurs données être sur des listes de hackers. C'est une fonctionnalité de Facebook qui a été mal utilisée, enfin mal prévue avant 2019 et tout a été rendu public dans une base de données. Voilà. Et donc Facebook n'a pas notifié ses utilisateurs que leur numéro de téléphone, que leur adresse email et tout ça sont dans la nature, mais surtout Facebook n'a pas prévu de le faire. Ce qui est un peu, déjà un peu nul et surtout un peu illégal en fait, surtout en France en tout cas. Le spokesman, c'est quoi? J'allais dire le pourparler, mais non, c'est pas du tout ça. Le communicant de Facebook a expliqué que, c'est leur excuse que je trouve extrêmement merdique, a expliqué que la société n'avait pas confiance et n'avait pas la visibilité de quel utilisateur devait être notifié. Et comme ils savent pas exactement qui a eu son truc publié dans la nature, ils vont pas prendre le risque de notifier les gens. C'est leur excuse. Je vous donne l'explication de Facebook. Je trouve ça absolument nul comme explication parce que c'est ce que j'écris dans mes petites notes, mais ils pourraient quand même envoyer un mail en disant il est possible que vos données personnelles aient été mis dans la nature, enfin aient été leakées, il y a une faille de données. Pensez à changer vos mots de passe, pensez à changer éventuellement de numéro de téléphone. Je pense que Facebook ne fait pas ça parce qu'ils ont peur d'une réaction du public. Ils ont peur que des gens partent tout simplement de Facebook. Mais c'est un comportement nul à chier. Et c'est illégal d'ailleurs. Voilà, parce que les données collectées, ça contient surtout des numéros de téléphone. C'est surtout ça qui fait tiquer beaucoup de gens. Peut éventuellement être utilisé par des hackers. Un numéro de téléphone, ça a beaucoup de valeur. Pour des hackers, ça peut être revendu aussi pour des listes de diffusion, pour vous spammer avec des choses. Donc c'est quand même un petit peu porte-parole. Ouais, merci pour le mot. Effectivement, le porte-parole de Facebook. Ouais.
Et en juillet 2019, la Federal Trade Commission, donc le truc des consommateurs aux États-Unis, hein, l'association des consommateurs, normalement oblige Facebook à notifier s'il y a eu des accès non autorisés sur des données. Normalement, dans les 30 jours après un incident, Facebook doit notifier les utilisateurs qu'il y a une faille de données. Et en France, c'est également le cas. Alors, je ne sais plus exactement si c'est lié au RGPD ou pas, mais normalement, une société, en cas de faille de données, doit obligatoirement notifier ses utilisateurs. C'est une obligation légale. Donc le fait que Facebook ne le fasse pas, voilà, il se croit un peu tout permis, je trouve. Et c'est encore une fois inquiétant de voir à quel point les GAFAM n'en ont rien à foutre. Et c'est assez triste. Bonjour, très serré ce cadrage. Écoute, c'est ma caméra de secours, parce que ma caméra principale, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle a du mal en ce moment. C'est une obligation du RGPD. C'est RGPD. Ok, j'étais pas sûr à 100%, donc je voulais pas dire une bêtise. Merci Hibou. Merci pour ton abonnement. Effectivement, les abonnements s'affichent en haut. Là, je vois Arnaud qui s'est affiché. Merci Hibou pour ton réabonnement. C'est la CNIL. C'est la CNIL. En même temps, Facebook ne veut pas dire qu'il a chié dans la colle. Oui, mais il y a une différence entre... Enfin, t'assumes tes responsabilités normalement, surtout quand t'es une multinationale comme Facebook. Si je peux donner mon avis, je trouve la nouvelle barre légèrement invasive. Je peux comprendre, mais on en a beaucoup discuté et nous on aime bien comme ça. Donc voilà. Mais je peux comprendre que vous la trouviez un petit peu invasive. Micro 3/5, shit. Plus personne ne va admettre des erreurs. De toute façon, je ne peux rien faire parce que je pense, au moment où vous me dites ça, quand je réécoute mon son, est-ce que... Ouais, le son est bon. Pourquoi avoir supprimé mon message sur le micro? Parce que c'est que la modération qui parle du micro. C'est pour ça. Plus personne ne veut admettre ses erreurs. Facebook, les gouvernements, Amazon, les pipis dans les bouteilles, un monde de faux cul. Un monde, Mako, tout simplement, d'entreprises qui veulent minimiser l'outrage, en fait, qui veulent essayer de contenir le problème en disant, surtout on essaye de ne pas en parler en espérant que ça pète pas trop. Et il y a des fois où ça passe, et il y a des fois où ça casse. Donc ils tentent cette stratégie, je la trouve horrible cette stratégie, mais c'est la stratégie qu'ils tentent. Voilou. Il est très bien le micro, le son est excellent. C'est bizarre quand même que certains aient un problème de micro et pas d'autres. Bref. Son 5/5, bon, très bien. Ok, on va avancer et on va parler du Google I.O., la conférence de Google. Ça va plutôt être une brève, ça, parce qu'il y a pas spécialement grand-chose à dire, mais le code a été craqué et donc on connaît aujourd'hui la date de la Google I.O. 2021. Et surtout, il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus parce que la Google I.O. va être virtuelle et va être gratuite. Et surtout, va se dérouler du 18 mai au 20 mai. Voilà, donc si ça vous intéresse d'avoir les nouvelles de Google en direct, on verra. C'est vrai qu'on fait beaucoup ça avec la keynote d'Apple. On fait pas trop ça avec la Google I.O. Est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on fasse un petit stream? Et là, Jérôme, il est en train de me dire, Guillaume, arrête de promettre des trucs qu'on va pas faire. Je te vois, Jérôme, je sais exactement ce à quoi tu penses. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir un petit stream ou pour débriefer la Google I.O., qui reste un événement quand même super important dans le monde de la tech. On verra. On vous promet rien, mais on y réfléchira. Parce que ça peut être super intéressant. Donc pour vous faire un petit peu de contexte, l'année dernière, elle a été complètement annulée, la Google I.O. Ils ont été pris de court, Google, avec la pandémie, et ils n'ont pas eu le temps d'adapter les choses. La Google I.O. va donc être en 2021, du 18 au 20, virtuelle et gratuite. C'est le plus gros événement de l'entreprise, blablabla, ça vous connaissez. En gros, ce qu'il devrait y avoir, c'est à la fois du hardware, donc probablement des nouvelles annonces de smartphones, et du software, des mises à jour. Ça peut être le prochain Android, ça peut être des nouveaux produits, ça peut être des démos de l'IA, des choses comme ça. C'est assez large. Il faut bien comprendre un truc sur les Google I.O., c'est que c'est quand même bien plus... Il y a beaucoup plus de choses annoncées sur les Google I.O. que sur les keynotes d'Apple. Les keynotes d'Apple sont très focalisées sur un sujet, avec plein de produits, plein de choses comme ça, mais c'est très un sujet, alors que la Google I.O., c'est plein de choses différentes. Il y aura aussi des ateliers, il y aura aussi des Ask Me Anything, des foires aux questions, pour demander des choses à des experts Google, des meet-up, virtuels, très certainement. Il y aura des sandbox interactives. Je ne sais pas trop comment traduire ça.
mais des ateliers interactifs, on pourrait dire, enfin des trucs de création, des ateliers de création interactifs. Je sais pas trop comment dire ça, des trucs sur le code aussi. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, l'enregistrement est ouvert et vous pourrez accéder effectivement à toutes ces sessions-là et c'est complètement virtuel. Voilà, voilou. Surtout que Google n'a pas de version comme Apple sur OS X et iOS. Bah si, Android. Android, il y a Android 12 actuellement et ils pourraient annoncer Android 13. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont faire Android 13? C'est une bonne question. C'est à l'image d'Android le bordel. C'est un peu violent, c'est un petit peu violent, mais c'est pas complètement faux. Mais quoi qu'en vrai, je dis ça, mais si tu utilises Android pur, tu verras que c'est plutôt cohérent. Hein. Le problème, c'est beaucoup de surcouches, beaucoup de choses comme ça. Hein. Surtout que Google a des pronostics de ce qu'il pourrait y avoir. Moi, je pense qu'il y aura un nouveau Pixel. Ça, un smartphone, il y aura, je pense. J'espère qu'ils vont pas refaire n'importe quoi avec les smartphones annoncés la dernière fois, où il y avait 3 smartphones différents avec des noms un peu bordéliques et tout. Ça, c'est vrai que c'était pas très très clair pour le grand public et même pour nous finalement. J'aimerais bien que effectivement, Google annonce un nouveau Pixel, voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Peut-être un Pixel avec un téléphoto, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait un Pixel avec un grand angle. Je continue de trouver les capteurs grand angle pas très utiles sur un smartphone. Pour en tout cas, moi, comment je fais de la photo. Mais je sais que c'est pas le cas. La liberté entraîne le chaos. Je comprends pas pourquoi tu dis ça, Hibou, mais ok. Du coup, ce sera sur YouTube. Du coup, ça sera sur YouTube, j'imagine. Il n'y a pas de tablette Pixel. Il y en avait à une époque. Le Pixel 5a ou le Pixel 6? C'est une bonne question. Peut-être le Pixel 6, on ne sait pas. Une amélioration de YouTube Music, peut-être. Peut-être. Et non, donc Pierre-Yves, pour répondre à ta question, c'est pas une conf que développeur, c'est une conf à la fois développeur et matériel. Il mélange un peu tout. En fait, Google a une grosse annonce par an, et c'est la Google I.O. Et effectivement, Jérôme qui me dit arrête de promettre des trucs. On est déjà sur Android 12, AstroToto. Google a mis à jour sa politique de garantie, car sur celle des écrans, tu es remboursé à partir de 5 pixels morts. C'est une vanne sur les pixels, j'imagine. Ils bossent sur leur propre CPU. Ah, ça, je sais. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu passer des rumeurs là-dessus. C'est vrai, t'as raison, Dave. En fait, on se pose les mêmes questions pour Apple. Non, mais en vrai, c'est intéressant. On verra. On vous promet pas du tout de faire un live, mais moi, c'est une envie que j'ai en tout cas. On verra. Ça dépend aussi de si on a le temps, si on l'anticipe. Tout ça. Est-ce que vous vous rendez pas compte le nombre de tâches qu'on a sur Notech? Genre notre Trello, il y a une tartine. Et en parlant de tartine, non, c'est pas vrai. C'est pas une tartine aujourd'hui. Je sais que vous êtes déçus. Je sais que vous êtes extrêmement déçus. Est-ce qu'on termine avec ça? Oui, on termine avec ça. C'est une toute petite brève. C'est parce qu'Intel tend le bâton pour se faire battre. Donc vraiment, on en parle rapidement. Sans transition, on va parler d'une des dernières pubs d'Intel. Rappelez-vous, je vous avais parlé de Intel qui se moquait des ordinateurs Mac, enfin des MacBooks, en disant que les Macs c'est nul à chier et que sur les Windows il y a de l'Intel, donc c'est vachement bien d'avoir de l'Intel. Bah là, Intel qui ressort une publicité, The World's Best Processor, donc les meilleurs processeurs du monde, sur un laptop machin, et en fait ils ont utilisé une image stock sur laquelle il y a clairement un Mac et clairement une Magic Mouse d'Apple. Donc c'est un peu c'est un peu tendre le bâton pour se faire battre de chier sur les MacBooks 2 semaines plus tôt et après faire une pub où ils vantent les mérites d'Intel avec un Mac. Voilà, je pense que ça a manqué de communication chez Intel. Hein. Je pense qu'il n'y a pas eu... il y a sûrement deux unités de travail chez Intel qui n'ont pas communiqué. Et il y a un petit raté, quoi. Il y a un petit souci, il y a un léger petit problème, j'ai l'impression. Bref, sacré fail, c'est un bon gros fail, Intel, c'est vraiment la com de boomer. C'est un peu vrai, Hibou. Je suis pas complètement contre ce que tu dis, Enfin, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment de la com à l'ancienne. De faire le meilleur processeur, machin. Il y a tellement moyen de communiquer de façon plus marrante et intelligente. Mais bon, c'est aussi statutaire. En fait, Intel est tellement connu qu'ils font de la pub pour rappeler qu'ils sont là. C'est un peu comme la pub McDo, quoi. C'est que McDo, on connaît tous, mais la pub, elle est là pour vous rappeler que ça existe et pour vous amorcer et vous donner envie d'y aller. Intel, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est d'amorcer dans votre esprit. Vous avez vu une pub Intel,
Donc ça peut influencer vos décisions d'achat. L'idée, c'est que voilà, je vous dis le schéma de pensée, c'est vous voyez la pub, vous oubliez un peu, mais dans votre cerveau, c'est pas oublié dans l'inconscient. Et après, vous devez acheter un ordi, machin. Probablement que vous allez plutôt partir sur de l'Intel. Maintenant, certains diraient, en fait, l'Intel, il n'y a que ça quasiment partout. Ce à quoi j'ai envie de répondre, il y a quand même AMD. Donc bon, Intel joue sur son côté statutaire. Pourquoi pas, hein. Mais c'est vrai qu'il devrait choisir des meilleures images Shutterstock. Clairement, la majorité des gens se foutent royalement de la puissance des CPU. Tout à fait. Maintenant, à qui est destinée cette publicité? Parce que tu dis la majorité des gens, mais si c'est la minorité à qui est destinée la publicité a du sens. N'oubliez pas ça. AMD jusqu'à maintenant m'ont pas donné envie de leur faire confiance, j'espère me tromper. Ah, putain, pourtant les Proco AMD ont des rapports qualité-prix monstrueux. Ils sont très bien les Proco AMD. Hein. Intel s'est gavé pendant 20 ans sur le dos des consommateurs en freinant le développement technologique, ça c'est vrai. Maintenant ils pleurent parce que les autres sont passés devant, c'est vrai aussi. Oui d'ailleurs, en vrai, je sais qu'on fait beaucoup la vanne du stagiaire, machin. Ça fait partie des vannes que je trouve un peu nulles. Désolé, hein, je vous pique un peu là-dessus, mais... Pour avoir été stagiaire, on a un stagiaire aussi à Naotech, je trouve ça un peu nul que la vanne soit toujours de dire c'est la faute du stagiaire, machin. C'est déjà assez... Enfin, certains vont trouver que je suis un peu peut-être à fleur de peau. Mais, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment une vanne qui est si rigolote que ça, fondamentalement? Je sais pas. Je trouve pas. Parce que je trouve que quand t'es stagiaire dans une boîte, t'es déjà en full panique de faire les choses bien. Vraiment refaire le truc en mode oh c'est le stagiaire, on a beaucoup cette vanne sur le stagiaire de BFM et tout, je sais pas, je trouve que ça fait partie des vannes qui devraient peut-être évoluer, je sais pas ce que vous en pensez, il y a pourtant un fond de vérité, ouais, oui et non, enfin tu vois, ça se trouve c'est un marketeur ou une marketeuse en fait, je vais prendre le cliché opposé, si ça se trouve. Alors, soit ça peut être un stagiaire très jeune, machin, ou une stagiaire, ou soit ça peut être un marketeur ou une marketeuse en fin de carrière qui a fait ça. Tu vois, est-ce que vraiment... Sauf que d'un côté, le marketeur ou la marketeuse, il a toute une carrière, il a des erreurs qu'il devrait peut-être pas recommettre, alors que le stagiaire, tu lui tombes dessus parce que ça fait partie des gens qui peuvent pas trop se défendre, tu vois. Voilà. Non, voilà, je trouve que... Faites pas de vannes comme... En tout cas, alors, limite en virtuel, ok, mais faites pas des vannes comme ça aux stagiaires dans les boîtes, je trouve ça nul. Genre, un stagiaire, il est déjà assez stressé de faire les choses bien. Genre, des réflexions du genre, ouais, mais t'es le stagiaire, c'est pas grave, bah... Enfin, ou des réflexions... Enfin, voilà, ou même les vannes un peu nulles de, oh, l'imprimante, c'est un peu nul, je trouve. Désolé, je vous embête un peu, mais je trouve ça un peu nul. Et on est là aussi pour parler de ces sujets-là. Exactement, Pierre-Yves. Voilà, on va terminer là-dessus. Si tu laisses le stagiaire tout seul en le prenant pour un pro infaillible, c'est la faute du tuteur et pas du stagiaire. Exactement. C'est la faute d'Intel, pas du stagiaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est quelqu'un qui a peut-être pas vérifié le travail aussi, quoi. Voilà. Bref, on va avancer. Et avant de passer à la cerise sur le croissant, vous le savez, on a en fait 2 sponsors. Le premier sponsor, c'est un peu vous, finalement. En regardant l'émission, en subant sur Twitch, le Patreon, les YouTube sponsors, ou aussi le merch. Hein. Je vous rappelle que vous avez la petite commande .!merch ou .!mug. Vous pouvez nous soutenir en achetant nos produits, en achetant par exemple cette tasse incroyable. Est-ce que le focus va se faire? Oh, le focus est bien fait. Oh, très très beau d'ailleurs. Très 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 chouette. Vous pouvez nous soutenir en achetant. Il y a d'ailleurs des gens sur Twitter qui nous mettent qu'ils ont reçu les t-shirts, les mugs, donc ça nous fait plaisir. Merci à vous. Ça nous soutient effectivement. Mais surtout, le deuxième sponsor de l'émission, c'est ExpressVPN. On les remercie de nous soutenir et de nous permettre de produire l'émission. Vous connaissez ExpressVPN, on vous le répète chaque matin. C'est un VPN qui vous permet de naviguer sur Internet en vous localisant dans d'autres pays. Il y a 160 localisations serveurs dans le monde. Il y a un respect de la vie privée avec des technologies qu'ils ont chez ExpressVPN. Ça fonctionne sur Windows, macOS, iOS, Android, Linux, routeur, ce que vous voulez. Si vous voulez tester, vous avez 1 mois d'essai et vous avez surtout 3 mois gratuits si vous prenez un abonnement grâce à notre code ExpressVPN, grâce au lien expressvpn.com/nowtechtv. Voilou. J'ai pif, très marrant au commentaire. On ne dit plus c'est la faute du stagiaire, mais c'est la faute d'OVH et d'une attaque étrangère. Très très drôle. Faut avoir un peu le contexte, mais très très drôle ton message. Voilà. Donc écoutez,
Voilà pour la partie sponsor. Je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant. Et armez-vous de vos claviers et de vos smartphones car nous allons parler de télétravail et je voulais faire un sondage avec vous. Xati Delta, tu dis moi cette blague, ah oui du stagiaire, je la trouve plutôt drôle parce que justement c'est genre les mecs qui se sont dit tiens si on faisait un truc hyper important au stagiaire sans jamais vérifier ensuite. Oui, sous cet angle-là c'est marrant. Je reconnais qu'effectivement sous cet angle-là c'est ok. Mais le problème c'est que ça continue de je trouve faire un peu le stigmate du stagiaire qui est nul et qui a plein de responsabilités et qui a tout le poids de l'entreprise sur les épaules, tu vois ce que je veux dire. Mais ça se discute. En vrai c'est le genre de discussion que je trouve cool, genre en soirée, tu bois un petit verre, avec alcool ou sans alcool, bien sûr, car sans alcool, la fête est plus folle, comme on dit. Non, et vous savez, on discute de ça en soirée, c'est cool. Typiquement, quand on pourra refaire des Now Take a Drink, ça sera chouette de parler un peu de ces sujets-là parce que je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant. C'est truc de société. C'est toujours en soirée que ça vaut le coup d'en parler. Ça, je trouve ça cool. Bref, donc, oui, la cerise sur le croissant. Il y a en fait 2 articles que j'ai vus qui sont assez intéressants. Un article de Psych News Daily. Bon, je ne sais pas trop ce que vaut ce site. Mais il y a aussi un article de France Info. Un article titré « Le travail à distance va-t-il signer la mort de l'email ?» Donc il y a déjà un premier sondage que je vais vous faire par rapport à l'email parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Et il y a un deuxième sondage que je voulais vous faire sur l'article donc sur le site anglais, enfin américain j'imagine, où il y a un sondage qui a trouvé sur 1000 personnes, donc c'est un sondage a priori à peu près significatif, qui a trouvé que 34%, donc un tiers des répondants, des gens qui travaillent depuis chez eux, des sondés pour être plus précis, ont dit qu'ils préféraient quitter leur taf, quitter leur boulot, que de revenir à un travail à temps plein. Donc c'est là où n'hésitez pas à partager un peu vos témoignages justement dans le chat. Moi j'avais déjà envie de vous demander de vous faire un premier sondage par rapport à l'email. Ça fait plus d'1 an qu'on est en situation de pandémie, voilà, on commence à avoir un peu de recul sur le travail, le télétravail. Je sais qu'il y a beaucoup d'informaticiens et d'informaticiennes dans le chat qui nous écoutent, donc c'est des travaux. D'ailleurs on dit comment? C'est des travails ou c'est des travaux dans ce cas-là? Je me suis toujours posé la question. C'est des travails qui se font, qui peuvent se télétravailler ou des travaux, je sais pas. Bref, tac, gérer les sondages. Donc, je vais envie de vous demander, nouveau sondage. L'email, ok, 3 petits points. C'est réduit. Ouais, l'email, 3 petits points. Je vais mettre toujours autant d'emails. Par rapport à votre situation, on est d'accord, pré-Covid. Toujours autant d'emails, un peu moins d'emails, hop, beaucoup moins d'emails, quasiment plus d'emails. Voilà, en sachant que, évidemment, si vous avez plus d'emails, c'est que vous êtes passé probablement sur d'autres moyens de communication, parce que une entreprise ne peut pas non plus se passer de moyens de communication. Donc l'email, toujours autant, un peu moins d'emails, beaucoup moins d'emails, quasiment plus. Je vous laisse 2 minutes. 2 minutes, c'est bien. 1 minute, c'est un poil court pour choper son téléphone et tout. Voir un petit peu comment l'usage de l'email a évolué chez vous. En tout cas, il y a un sondage qui a été mené dans 6 pays et 3000 travailleurs, 3000 personnes qui bossent. Alors, c'est mené par Slack. Donc bon, ça n'a pas une grande valeur, voilà quoi. Mais la moitié d'entre eux pensent qu'une autre forme de communication numérique remplacera complètement le courrier électronique dans les 3 prochaines années. Pour donner un peu mon ressenti, effectivement, je trouve que l'email, alors c'est très bien pour avoir du juridique, pour des preuves et tout ça, parce que l'email maintenant a une valeur juridique. Mais au-delà de la valeur juridique, c'est vrai que l'email est vraiment un moyen de communication un peu daté, quoi. Pour moi, l'email, je l'utilise vraiment comme un truc où ça valide quelque chose. C'est genre, si j'envoie un email à quelqu'un, c'est gravé dans le marbre. J'ai un peu ce côté-là avec l'email, alors qu'effectivement, un chat sur Slack, etc., c'est un peu différent. Maintenant, ce qu'on utilise sur Nowtech, c'est Trello. Et ce qu'on dit, c'est ça n'existe pas si c'est pas dans le Trello. C'est un peu notre nouvelle devise. Et effectivement, quand on s'appelle ou quand on s'envoie des mails, on a tendance maintenant, on a le réflexe de noter sur le Trello parce que ça valide ce qu'on dit. Donc pour les partenariats, pour les choses comme ça, c'est super important. Ou pour pas oublier des choses. Donc je voulais voir un peu votre sondage, voir les résultats.
L'email. Toujours. Ah oui, vous êtes quand même beaucoup à avoir toujours autant d'emails. Ah ouais, quand même. Ouais, ça n'a pas tant changé que ça finalement. Un peu moins à 13%, beaucoup moins d'emails. Ah, donc ouais. Je m'attendais à un peu mieux quand même. Je m'attendais à beaucoup moins d'emails ou à un peu moins d'emails. Et c'est pas énorme. Hein. Plus de mails, tu dis Meka, tu fais partie d'une extrême minorité là. Quasiment plus d'emails, vous êtes 7, vous êtes 4%. Ça fait pas 15 ans qu'on dit que le mail c'est fini, genre depuis Google Wave. Oui, c'est vrai aussi. Trello en version payante, Technisavoir, si tu veux l'info. Skype pour réunion et chat, Jira pour gestion des tâches, email pour communication officielle. Ouais, on est d'accord. Ok, donc le sondage s'est terminé et les 3/4 des gens n'ont pas vu de changement depuis la pandémie. 16% des gens ont un peu moins d'emails et après c'est vraiment très peu significatif, hein. Enfin très, très peu présent, beaucoup moins d'emails et quasiment plus d'emails. Il y a 8% des gens qui ont en fait réduit beaucoup les mails. C'est chiant, je dois avouer que je pensais que ça serait plus. Surtout qu'on est là parmi vous, on est beaucoup dans le travail de l'IT, hein, de l'informatique. Les pièces jointes, on en envoie toujours, encore plus. 100% télétravail, donc on communique que de manière numérique. Et la moindre question est posée par email. Putain, ça doit te faire péter un câble, Gov. Hein. Alors qu'on a un Teams. Ouais, tu dois péter un câble, ça doit être trop chiant. Au boulot, c'est compliqué de faire comprendre aux gens qu'il faut utiliser notre to-do list et Teams. Du coup, on se perd dans les emails. Ouais, moi j'avais le même problème en entreprise, c'est qu'il y avait des chaînes d'emails qui se créaient et les infos se perdent. Les infos se perdent parce qu'il suffit aussi que tu suives pas trop pendant 2-3 jours. Tu as pris même une matinée de congé. C'est trop chiant. Pas concerné, disant que je ne travaille plus, invalide. Ah oui, effectivement, ouais. Effectivement. Ça dépend si c'est au boulot ou pas. Hors boulot, je m'en sers d'où? M'en sers pas? M'en sers d'où? J'ai pas compris ce que tu as voulu écrire. Entre Nowtech TV et QG, c'est devenu une multinationale. Tu devrais réorganiser une boîte comme Google avec Alphabet. On n'est pas Nowtech TV. Nowtech TV n'existe pas. On n'est que Nowtech News ou Nowtech QG. Je travaille en restauration et l'email pour l'administratif, c'est franchement très utile. Ouais, voilà. Après, je pense que dans d'autres métiers, vous avez beaucoup moins d'emails. En fait, dans les métiers de l'IT, informatique, c'est vrai que l'email est un peu trop omniprésent. Et je voulais lancer un deuxième sondage. Je trouve ça intéressant de parler de tout ça avec vous. Nouveau sondage. Question. La question va être le télétravail. Ok. Le télétravail idéal. Ok. Pour évidemment les métiers qui peuvent, hein, parce que si vous pouvez pas, bon. Vous pouvez répondre aussi à la question, mais voilà. Il y a 5 réponses possibles. Donc, en gros, votre télétravail idéal, c'est 1 jour sur 5, 2 jours sur 5, 3 jours sur 5, 3 jours sur 5, 4 jours sur 5. Je suis très curieux de voir un petit peu... moi, je sais que j'aime bien 2 jours de télétravail sur 5. Je fais partie des gens qui sont pas fans du full remote. 5 jours sur 5. Donc 5 jours sur 5, c'est ce qu'on appelle du full remote ou à distance complet. D'ailleurs, j'ai mis 1 jour sur... Je vais mettre 0 ou 1 jour sur 5 peut-être. Parce que, attendez, comment on va faire? J'aimerais avoir un truc de présent tout le temps. Je vais mettre 0 jours sur 5. Je réfléchis. C'est chiant. En fait, c'est chiant qu'on ne peut pas faire 6 réponses. Est-ce que ça a un sens de mettre 0 ou 1 jour sur 5? Non, parce que je veux vraiment l'info des gens qui n'aiment que le présentiel. On va mettre 2 et 3 jours, on va le mettre en même temps, parce que je pense que vous serez à peu près pareil. 2 et 3 jours, c'est à peu près pareil, je trouve. Ah putain, en fait c'est chiant, parce que non, ça donne pas un sondage bien, j'aime pas. Après, est-ce que vraiment il y a des gens qui veulent juste 1 jour de... Ouais, si, aussi. Ah, c'est trop chiant. C'est trop chiant. En vrai, c'est relou. Comment je peux le faire? Regroupe 1 et 2. Non, parce que 4 ou plus, c'est pas la même info. 1, 2, 3 petits chats, exactement, j'aurais pas mieux dit. En fait, moi, ce qu'il me faut, c'est le 0, le 5, et... Attendez, je vais le faire différemment. Il va y avoir 0, 5, et on va mettre flexible télétravail.
En fait, pour moi, l'info la plus importante, c'est est-ce que vous détestez le télétravail ou est-ce que flexible flexible, télétravail. Télétravail. Et plutôt d'ailleurs, on va plutôt mettre télétravail flexible, c'est mieux. Télétravail flexible, ça va être en gros de 1 à 4 jours. Télétravail 1 à 4 jours par semaine. D'ailleurs, 0 jours par semaine, c'est plus clair. Désolé, hein, je prends un peu de temps, mais je veux faire le truc bien. 0 jours par semaine. On va mettre ça, ouais. 1 à 4 jours par semaine. Tant pis, c'est pas très... Non, mais il y a moyen d'être plus granulaire que ça. On va regrouper le 2 et 3 jours, en fait. On va faire ça. 1 jour par semaine. 2 à 3 jours par semaine, c'est mieux. 4 jours par semaine. Ouais, on va la lancer comme ça. Allez, j'arrête de vous embêter. Donc 0 jours par semaine, 1 jour par semaine, 2 à 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, 5 jours par semaine, c'est très bien. Let's go. Mais 0 jour, c'est pas du télétravail, justement, Bookik. En fait, tu mets 0 jour de télétravail si tu n'aimes que le présentiel, en fait. C'est ça l'idée. Voilà, let's go, 10 minutes dessus. C'est pas grave, on est dans les graviers. Alors, voyons voir un petit peu les résultats. Le télétravail idéal, 5 jours par semaine. Et vous êtes beaucoup, hein, 5 jours par semaine. 2 à 3 jours par semaine, vous êtes une majorité. Donc, de garder plutôt un truc un peu flexible. Il y a du monde qui n'aime pas le télétravail. Ça, c'est intéressant de le voir. Vous êtes 8% à ne pas aimer le télétravail. Un jour par semaine, c'est un peu ce qu'il y a aujourd'hui dans beaucoup de boîtes, hein, d'avoir un jour flexible de télétravail. C'est pratique pour les enfants, c'est pratique pour faire aussi de l'administratif, du ménage, des choses comme ça. Ce qu'on gagne, en fait, ce qui est pratique avec ça, c'est qu'on gagne le temps de transport. Et ça, c'est quand même chouette parce que ça laisse 1 heure de plus en général dans une journée pour faire des trucs. Et 1 heure de plus pour s'occuper des enfants, 1 heure de plus pour faire du ménage, 1 heure de plus pour cuisiner. C'est quand même chouette. Mais si pas de télétravail, pas de Nowtech, pas de Nowtech, pas de Nowtech. Oui, mais sur Nowtech, c'est différent. Moi, pour vous donner mon ressenti, je fais partie des gens qui n'aiment pas le full remote. Je trouve que le contact humain est super important. Mais c'est personnel, hein. Je trouve ça extrêmement important d'avoir du contact humain. Et je suis plutôt partisan du 2 jours. 2 à 3 jours par semaine. Je trouve ça... Merci Fralap pour ton abonnement. Merci à toi. Je trouve ça extrêmement important de voir les gens. Je trouve qu'en fait, il y a quand même une transmission d'informations qui ne se fait que quand on voit les gens. On ne transmet pas les informations de la même façon quand on est à distance et quand on ne l'est pas. Je pense que la vie de beaucoup de monde sur le télétravail est tronquée par le fait qu'il soit obligatoire full-time pour l'instant. Oui, depuis novembre en Belgique, je te garantis qu'en France, beaucoup de boîtes ne cherchent pas à le faire. Hein. Bosser en pyjama, c'est sympa. Moi, je te déconseille de bosser en pyjama. Parce que pour le mental, sur le long terme, beaucoup de gens qui full remote disent qu'il vaut mieux s'habiller un peu correctement pour te mettre dans l'ambiance travail. Alors, le sondage est terminé et c'est intéressant. Donc, vous êtes en gros une majorité de gens à aimer le côté un petit peu flexible dans le sens où 2 à 3 jours par semaine, c'est la majorité. Vous êtes quasiment la moitié à avoir dit ça. Vous êtes une bonne majorité, quasiment un tiers, à dire que 5 jours par semaine, ça vous conviendrait parfaitement, le full remote. Ensuite, vous êtes 14% à dire au moins 1 jour en présentiel et 4 jours en télétravail. Et ensuite, 1 jour par semaine ou 0 jours par semaine, vous êtes beaucoup moins. Il y a quand même 5% des gens qui n'aiment pas le télétravail. Voilà, ok, c'était intéressant. Moi, c'est plus un souci de matériel. Merci. Oh, le train de la hype, incroyable. Le train de la hype qui s'approche. Exceptionnel. Merci Te Curieux pour ton réabonnement. C'est vrai qu'il indique maintenant le train de la hype. Waouh, putain, on va atteindre le train de la hype. Incroyable. Exceptionnel. Une personne de plus doit s'abonner, offrir ou utiliser des bits. Ok, j'avais jamais vu ce panneau. C'est complètement nouveau. Merci en tout cas pour votre soutien et tout. Hein. Ça fait grave plaisir. J'ai raté le sondage, je travaille à domicile, donc le télétravail, c'est pas pour moi. Et oui, je me doute. J'ai constaté au bureau que les anti-télétravail le sont par manque de matos. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont pas forcément le matos ou qui ont des enfants aussi chez eux. Et c'est pas facile de bosser quand t'as les enfants. Il faudrait que tu remontes un peu ta caméra. Bah non. Non, elle est bien. Idéalement, ne plus travailler et vivre de mes rentes virtuelles. Collègues trop toxiques. Ah, ok, peut-être. Tout à fait d'accord avec toi. 2-3 jours en télétravail, c'est le juste milieu. Je trouve ça bien, ouais. T'as un peu tous les avantages du présentiel et du télétravail en faisant ça chaque semaine, je trouve.
Je suis paysagiste, télétravail impossible. Bah ouais, je me doute. Je pose beaucoup... Le poste joue beaucoup aussi. Ah oui, le poste joue beaucoup aussi. Un plombier, c'est pas le même taf qu'un IT. Bien sûr, non mais bien sûr, je sais. Connexion Internet de mauvaise qualité, c'est vrai. C'est vrai. Comme a dit je sais plus qui, c'est surtout une question de métier. Faire du télétravail quand tu poses dans le social avec du public en difficulté, c'est très compliqué, je me doute bien. Je pense que les profs aussi doivent péter un câble du télétravail. C'est pas un métier qui je trouve est adapté à... L'enseignement à distance est extrêmement difficile. Et d'autant plus quand t'as des... Enfin voilà, ouais, non, c'est dur. C'est très très dur. Et j'ose même pas imaginer pour les collèges et les lycées où là, ça doit être encore plus difficile. Ouais, non, ça fait partie des métiers, je trouve que c'est très dur, le téléenseignement, en fait. C'est très dur de capter l'attention, et déjà qu'en présentiel, c'est dur, en virtuel... Moi, je travaille dans un atelier de zinguerie, pas de télétravail possible. Et ouais, je me doute. Dans des métiers où le travail est possible, il n'est pas forcément souhaitable. Il casse les collectifs de travail et l'émulation. C'est aussi mon cas, par exemple. Ingénierie nucléaire. Et ouais. Merci, RGGGG. Je crois que nous avons raté le train de live. Mais ce n'est pas grave. Merci à tous pour vos soutiens. Je suis prof au lycée, c'est gérable, mais ça dépend de la matière que tu enseignes, si t'es un peu geek aussi. Bah ouais, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de profs qui sont pas formés, qui sont pas du tout geekos. Et c'est beaucoup plus dur pour eux, quoi. En fait, nous, on a des réflexes qui nous paraissent naturels. Par exemple, j'ai une conf à faire avec quelqu'un. Je vais lui proposer, je sais pas, Zoom. Ça marche pas. Je vais tout de suite appeler la personne en disant, bah écoute, on teste Skype. Ça marche pas. Bon, bah vraiment, c'est chiant, mais vas-y, on teste un autre truc. Il y a des gens qui n'ont pas ces réflexes-là. Il y a des gens pour qui ils vont tester Skype, ils vont faire ça marche pas, et ils vont bloquer. En mode, bah merde, bah je peux rien faire. Voilà. Parce que en fait, on est conditionné à comment on a grandi, comment on a évolué. Parce que, voilà, alors que par contre, ces mêmes personnes, donc ces profs-là, vont savoir parfaitement gérer un élève turbulent, alors que moi, j'arrive devant des élèves turbulents, je vais être comme une merde. Je vais bloquer, je vais paniquer, je vais sortir en mode full panique, quoi. Donc en fait, chacun son métier, chacun son expertise. Et on a juste, voilà, l'expérience, c'est des réflexes face à des situations compliquées, quoi, et qu'on a déjà vécues. Donc c'est pour ça, il faut surtout pas mépriser, surtout pas tout ça, parce que ça, c'est de la merde de faire ça, évidemment. Mais on a tous des expériences complètement différentes, quoi. Chacun sa route, chacun son chemin. Tout à fait. Je suis en lycée privé avec les cours en vision, ça fait la diff avec le public. Peut-être, j'imagine. Au lycée, ça responsabilise les élèves. Le problème aussi de savoir faire du contenu. Ouais, mais savoir faire du contenu, ça s'apprend. Moi, ça m'a pris plusieurs années à savoir faire des vidéos YouTube pas trop mal, tu vois. Je me suis équipé comme un streamer. Chaque jour, un nouveau lieu, un nouveau montage. Ah oui, t'as pris un fond vert, hibou. Ah, ça doit être marrant, ouais. Pour ambiancer mes collègues. Bah oui, ça doit être sympa, ouais. J'ai des collègues qui sont en full télétravail avec 2 mégaoctets de débit et ça se passe bien. Ouais, après, ça dépend de la qualité de la... Tu peux avoir des débits faibles, mais des qualités stables, enfin des connexions stables. Coucou, Cabri, comment ça va? Coucou. J'ai vu, monsieur Cabri, que vous avez été raid par Samuel Etienne. Incroyable, bravo à vous. Les profs en distanciel à la fac aussi, c'était quelque chose pendant le confinement. Bref, je vous propose qu'on passe au corps de fac. Let's go. Comme ça, si vous avez des questions qui ne sont pas forcément sur ce sujet, eh bien, n'hésitez pas. Et j'en profite le temps que vous posiez un peu vos questions pour faire un petit shout-out plutôt, à notre pote Sébastien Roignan qui... alors attendez, est-ce que ça va marcher? Je vais actualiser. Qui va faire ce week-end, normalement, une petite exposition virtuelle. Donc si vous aimez la photo, je vous montre très rapidement, hein, c'est le temps que vous posiez vos questions et tout ça. Mais il va faire une petite exposition virtuelle des photos de son dernier livre. Je trouve que le concept est cool. Normalement, c'est samedi que ça se passe. Est-ce que la vidéo va marcher? Oui, la vidéo va marcher. Alors, il m'a enregistré ça très rapidement. On lui a dit, tiens, vas-y, on voulait un petit peu parler de ça dans le mug, te faire un petit clin d'œil. Donc voilà, ça laggera pas en vrai, hein, vous inquiétez pas. Là, c'est encore une fois, il a vraiment enregistré ça très rapidement. Donc si vous aimez bien son taf, il y aura une expo virtuelle ce samedi. Effectivement, temps de pandémie oblige, on ne peut pas faire d'expo réelle, mais on peut faire des expos virtuelles. Et ça peut être un moyen assez sympa, effectivement, de contempler de la photographie. Donc on voulait lui faire un petit shoot-out, voilou. Et pour retrouver tout ça, vous avez son Ulule qu'on vous met dans le chat, que je vais vite retrouver. Alors, attendez, Ulule,
je vais retrouver ça. Il a encore son Ulule jusqu'à samedi soir, tout à fait. Voilà, je vous mets le lien. N'hésitez pas à aller voir. Et voilà. Alors, vos questions. Bonjour, un casque sans fil avec micro pour quelques appels et des audios 100 € max. Ça, pour ça, Allianz, il faut venir dans le shop Nowtech parce qu'il y a toute la communauté qui est parée et nous-mêmes pour te répondre à ça. Mais là, un casque sans fil à 100 € max pour des appels et des audios, je sais pas. J'ai pas de... j'ai pas de référence d'un coup, là. Une webcam Oki 1080p, bon plan. Ouais, c'est pas mal. Après, il me semble que c'est pas trop mal. Attends, non, en vrai, Nick, si t'es un peu patient, normalement, je devrais la recevoir. Oki va nous envoyer des petits trucs. Je devrais la recevoir et potentiellement vous faire une comparaison avec la Logitech C920. Donc, si t'es un peu patient, si t'es pas à une semaine près, 1 à 2 semaines près, ça peut être intéressant. Pourquoi tu opposes macOS au libre? C'est un noyau BSD avec quoi? Les différentes couches ont des branches open source. Tu réponds à quelqu'un, peut-être Mick Macaulay. Ou peut-être tu me le dis à moi, mais parce que macOS n'est pas du logiciel libre. Merde, j'ai cliqué sur un truc. J'utilise NordVPN et du coup NordPass en gestionnaire de mot de passe. Est-ce que tu devrais changer ou séparer les identités? Non. Non, tu peux tout garder, je pense que c'est OK. Un bon gestionnaire de mot de passe, tu vas sauter le pas. C'est bien, Benzine, c'est cool. Je te conseille vraiment 1Password. On utilise ça pour Nowtech et je conseille plus Dashlane. Ils sont en train de virer leur appli de bureau. J'aime pas du tout le fait d'avoir tout sur le navigateur web. J'aime pas du tout. 1Password, encore une super appli desktop. Donc ouais, si vous êtes un peu patient, normalement, je devrais recevoir la caméra de Oki et de vous faire une petite comparaison. Voilà. Bitwarden, si tu veux un gestionnaire de mot de passe gratuit. Ça, n'hésite pas, clairement. Bon, on va regarder qui on va raid, mesdames et messieurs. Lancer un raid sur une chaîne. Qui est en live? Il y a Manuel Ferrara, Corben. Tiens, Velvet Shadow, c'est quoi? Je connais pas du tout. Lancer un raid. Je regarde un peu. Il y a Léopold aussi. Il y a des chaînes que je ne connais pas du tout. Attendez, je vais voir qui est en stream. Twitch.tv, voyons voir les gens qui sont en stream. Voyons voir. Ah, je m'entends en double. Incroyable. Léopold, il fait quoi? Les mecs, c'est des monteurs professionnels. Ça. Incroyable. Ah, c'est une matinale. Revue de presse, impôts, cinéma et le crunch. D'accord, c'est vraiment l'actu en général. C'est pas spécialisé. Velvet Shadow, c'est quoi? Only dans les Landes. Hop là, excusez-moi d'avoir le son. Jeux vidéo, tech, IRL. C'est comme à la maison. Ok. Bon, pourquoi pas. Écoutez, je vous envoie chez Velvet Shadow. Je dois avouer que moi, je connais pas trop. Mais c'est bien, on vous fait découvrir d'autres gens. C'est le but des raids, je trouve ça cool. Donc voilà. Voilà. J'ai fait découvrir Bitwarden à ma famille. Loed Angélique, ça a changé leur vie. Ah, ça fait plaisir, ça. Voilà. Des bisous tout le monde. Merci d'avoir suivi le mug. 18h. Je le rappelle, jeudi contributeur, donc si vous contribuez, si vous êtes sub, patriote et tout ça, vous aurez accès au jeudi contributeur, vous pourrez venir voir Jérôme blablater un petit peu de la chaîne, de plein de choses. Demain matin, Jérôme qui fait le mug, et très bientôt, des changements aussi sur la chaîne YouTube Nowtech Replay, on vous en reparlera très bientôt, probablement dès la semaine prochaine. Des bisous tout le monde, ciao et bye bye. Générique de fin, il est là.